1939-1945. 6 années de conflit à l'échelle du globe. Des millions d'hommes et de machines dressés dans un face-à-face titanesque. Des chefs de guerre déterminés à vaincre à tout prix. Sur terre, sur mer, dans les airs, des moyens de destruction sans précédent. Des populations civiles au cœur de la tourmente. La liberté ou l'oppression, un bras de fer démesuré, longtemps incertain, marqué par des épisodes héroïques et sanglants. Enfin, la victoire des Alliés, combattants, résistants, peuples libérés, sur les forces de l'Axe, fascistes et nazis. La collection Images de guerre raconte, avec les images tournées sur le théâtre des opérations et des témoignages irremplaçables, les moments clés de cette période sombre de notre histoire. S'appuyant sur des documents anglais, français, américains et des archives soviétiques et allemandes enfin accessibles, la collection Images de guerre lève aussi le voile sur l'histoire secrète du conflit. Images de guerre, la plus complète des collections vidéo sur la Seconde Guerre mondiale. Au milieu des années 1930, les régimes autoritaires tiennent une place de plus en plus grande dans le monde. Ils font échec aux tentatives de maintenir une paix relative afin d'empêcher la répétition du carnage de 14-18. La Société des Nations est toujours en place. Mais les Japonais la quittent après avoir envahi la Mandchourie en 1931. L'Allemagne hitlérienne en fait autant en 1933. De nouveaux défis semblent être lancés à la Société des Nations. L'Italie de Mussolini a changé depuis la fin de la Grande Guerre. Elle possède un gouvernement fort et en apparence, du moins, les rouages de l'État fonctionnent mieux. La mafia a été réduite au silence dans le sud et de grands efforts sont entrepris pour redresser l'économie du pays. Mais Mussolini veut faire de l'Italie une grande puissance. Irrité qu'elle n'ait pas été autorisée à étendre son empire africain aux dépens de l'Allemagne à l'issue de la Grande Guerre, il est déterminé à réparer cette omission. Il vise l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, dont l'Italie a déjà essayé de s'emparer. Mais elle a, en 1896, subi une cuisante défaite à Adoua. L'Italie possède déjà les colonies voisines de l'Érythrée, sur la frontière nord de l'Abyssinie, et la Somalie. Mussolini commence par faire usage de diplomatie pour mettre l'Abyssinie sous la domination italienne. Il soutient la demande d'adhésion de celle-ci à la Société des Nations et signe, en 1928, un traité d'amitié avec l'empereur Haïlé Sélassié. Mais ce dernier veut ouvrir son pays à d'autres nations qu'à l'Italie. Mussolini ne l'entend pas de cette oreille. La guerre est maintenant à ses yeux la seule issue. En décembre 1934, ses armées affrontent les troupes abyssiniennes dans une oasis de l'Ogaden, en pleine steppe. L'Italie exige une indemnité et renforce ses effectifs stationnés en Érythrée et en Somalie. Haïlé Sélassié en personne fait appel à la Société des Nations qui n'en tient pas compte, car le réarmement de l'Allemagne l'inquiète bien davantage. Mussolini se sent de plus en plus encouragé dans son projet d'invasion, et ce, d'autant plus que le ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, Anthony Eden, craignant que l'Italie ne quitte la Société des Nations, se rend à Rome en juin 1935 et essaie de conclure un pacte avec Mussolini. En échange de l'Ogaden, l'Italie accorderait un port de la mer Rouge à l'Abyssinie. Mussolini estime que les clauses de ce pacte sont insuffisantes et au début du mois d'octobre 1935, après la saison des pluies,
il envahit l'Éthiopie, depuis l'Érythrée et la Somalie. Malgré un terrain difficile pour l'attaquant, les Abyssiniens ont peu de chance contre l'armée italienne, bien équipée. Celle-ci dispose non seulement d'une artillerie moderne et de chars, mais d'une armée de l'air qui utilise à l'occasion des gaz asphyxiants. La réaction de la Société des Nations est le reflet de son impuissance. Ni la Grande-Bretagne ni la France ne sont prêtes à défier Mussolini militairement, car leurs armées sont bien trop faibles. Certes, des sanctions économiques sont imposées, mais elles ne s'appliquent pas au charbon ou au carburant, deux facteurs essentiels dans une guerre moderne. En tout cas, les États non membres de la Société des Nations, comme les États-Unis et l'Allemagne, ne sont pas liés par ces sanctions dont l'effet est, par conséquent, minime. Après 6 mois de campagne, Mussolini envahit entièrement l'Abyssinie, qu'il déclare colonie italienne. Les appels d'Haïlé Sélassié à la Société des Nations sont vains. Il doit s'exiler en Grande-Bretagne avec sa famille. Les médiocres efforts consentis par la SDN pour empêcher l'agression sont jugés avec sévérité par l'opinion publique des démocraties occidentales. C'est l'Espagne qui capte maintenant l'attention du monde. La guerre civile éclate en juillet 1936, juste 2 mois après la conquête de l'Abyssinie par Mussolini. En 1923, le général Primo de Rivera a imposé une dictature après une série de gouvernements faibles. Il gouvernera pendant 7 ans jusqu'à la dépression économique. En 1931, un gouvernement de gauche accède au pouvoir. Sa première cible est la monarchie espagnole séculaire. Le roi Alphonse XIII est contraint à l'exil et la République est instaurée. Des gouvernements de gauche et de droite se succèdent. Aux élections de février 1936, la coalition du Front populaire bat de justesse la droite, qui comprend la Phalange, fondée par le fils de Primo de Rivera. Ce mouvement, qui provoque des bagarres de rue entre la gauche et la droite, est interdit. Le programme du Front populaire est modeste, mais des grèves et des confiscations sauvages de terres font craindre à la droite l'imminence d'une prise de pouvoir par les communistes. Pensant que seule une révolte armée peut parer à la menace communiste, des généraux de l'armée espagnole préparent un soulèvement militaire depuis le Maroc espagnol, où les troupes font campagne depuis de nombreuses années contre les Rifins. Des insurrections militaires à Madrid et à Barcelone sont rapidement réprimées. Les rebelles nationalistes contrôlent maintenant le nord-ouest du pays, à l'exception des enclaves côtières et d'une partie de l'extrême sud, tandis que les républicains occupent la moitié est, y compris Madrid. La guerre civile éclate, avec toutes les atrocités qu'entraîne un conflit de cette nature. Pour ramener ses hommes sur la péninsule par le détroit de Gibraltar, Franco demande l'aide des Allemands. Et avant la fin juillet, des Junkers 52 atterrissent au Maroc espagnol. Mussolini envoie lui aussi des avions. Bientôt, des troupes italiennes et allemandes arrivent en Espagne. Simultanément, le Comintern, à Moscou, chargé d'exporter le communisme,
consentent à envoyer des volontaires et de l'argent pour soutenir la cause républicaine. La Grande-Bretagne et la France sont très inquiètes de l'ampleur prise par les événements et craignent qu'une guerre européenne n'éclate. Elles adoptent une politique de non-intervention malgré de profondes divergences au sein du gouvernement français dirigé par Léon Blum. Elles consultent l'Italie, l'Allemagne et le Portugal et obtiennent l'assurance que ces pays n'interviendront pas. Un comité international de non-intervention se forme et tient sa première réunion à Londres au début du mois de septembre. Mais malgré leur accord sur la non-intervention, Hitler et Mussolini continuent à envoyer des armes et des hommes toujours en plus grand nombre. La Russie prévient alors qu'elle accepte d'être liée par ce traité, mais aux mêmes conditions que l'Allemagne et l'Italie. En Espagne, les nationalistes qui bénéficient du soutien aérien accru de l'Allemagne et de l'Italie ouvrent deux fronts. Au nord, ils entreprennent de libérer les enclaves de la côte nord-ouest et simultanément, Franco fait une poussée en direction de Madrid. Les républicains construisent à la hâte des défenses pour protéger la capitale. À la fin de 1936, Madrid, bouclée sur trois côtés, est véritablement en état de siège. Le gouvernement républicain s'est retiré à Valence. L'Allemagne et l'Italie ont officiellement reconnu Franco comme le nouveau chef de l'État espagnol. Pour Hitler, ce conflit est un banc d'essai pour tester ses armements. Par exemple, les nouveaux chars mis au point et les derniers modèles de la Luftwaffe comme les Messerschmitt 109 et les bombardiers Junker 87. Après la conquête de l'Abyssinie, Mussolini, qui aspire toujours à donner de l'Italie l'image d'une grande puissance, tient à faire étalage des prouesses militaires italiennes. Il envoie un grand nombre de troupes et plus de 700 avions aux côtés de la Légion allemande Condor. Le monde est choqué par des images comme celle-ci, prises à Madrid. Le bombardement aérien particulièrement abominable de Guernica en avril 1937 fait 6000 morts. Ces opérations confortent le monde dans sa conviction que le bombardier dominera la future guerre. L'intérêt que porte Staline à l'Espagne est plus obscur. Alors que le Comintern aurait tout avantage à accorder un soutien actif à un gouvernement de gauche, c'est la montée du fascisme en Italie et du nazisme en Allemagne qui inquiète Staline. Il compte sur l'aide des démocraties occidentales pour étouffer ces mouvements et ne veut pas, en conséquence, s'aliéner leur sympathie. La guerre civile espagnole est pour lui un moyen de détourner l'attention de l'Allemagne et de l'Italie pendant qu'il continue à organiser ses propres armées. Le camp républicain compte un autre élément étranger, les brigades internationales. Malgré la volonté de leur gouvernement de rester neutre, de nombreux Américains, Anglais, Français et même des Allemands vont se battre en Espagne, souvent envoyés par leurs partis communistes respectifs. Les brigades internationales combattent vaillamment autour de Madrid et enregistrent de nombreuses pertes. Des volontaires étrangers en nombre plus réduit, comme la brigade irlandaise catholique, se rangent aux côtés des nationalistes.
Alors que la guerre fait rage, le territoire occupé par les républicains rétrécit comme une peau de chagrin. Malgré leur dévouement, leur bravoure et leur mépris de la mort, leur système de commandement n'est pas aussi efficace que celui des nationalistes. Ils sont, par ailleurs, meilleurs dans la défense que dans l'attaque. C'est pourquoi la guerre s'étire en longueur, notamment autour de Madrid, qui demeure l'enjeu majeur de la lutte entre la gauche et les armées de la droite. Les divergences politiques au sein du camp républicain n'arrangent rien. Tandis que les communistes et les socialistes visent l'écrasement total de la révolte, les anarchistes et les syndicalistes considèrent la guerre comme une révolution de masse menée par le prolétariat. Les harangues de Dolores Ibarruri, la Pasionaria, inspirent peut-être les défenseurs de Madrid et d'autres régions, mais les brèches au sein de l'Alliance sont tellement béantes qu'en mai 1937, des affrontements ont lieu entre les anarchistes et les communistes à Barcelone, ce qui n'aide pas beaucoup la cause républicaine dans son ensemble. Les approvisionnements posent de graves problèmes aux républicains. C'est une des raisons principales de leur infériorité par rapport aux nationalistes. Le comité de non-intervention essaie d'établir un blocus sur les côtes espagnoles à l'aide des marines italiennes et allemandes sur la côte est, des Britanniques au sud et des Britanniques et des Français au nord. Les nationalistes réussissent cependant à acheminer leur approvisionnement par le Portugal, sympathisant. De surcroît, il est difficile d'appliquer le blocus à l'aviation. En outre, depuis fin novembre 1937, Franco est assez fort pour imposer son propre blocus maritime. Fin 1938, les républicains sont parqués dans deux secteurs, la région de Barcelone dans l'extrême nord-est et une autre zone s'étendant depuis Madrid qui continue à tenir bon vers l'est jusqu'à la côte. C'est à cette époque que les contingents étrangers, dont les brigades internationales, quittent l'Espagne selon un plan établi par le comité de non-intervention. D'autres nations reconnaissent le gouvernement de Franco qui s'apprête à livrer l'offensive finale en marchant sur Madrid. Des réfugiés de plus en plus nombreux fuient vers la France et en février 1939, le gouvernement républicain franchit lui aussi les Pyrénées. Fin mars, les défenseurs de Madrid sont épuisés par près de 3 ans de combat. La ville se rend à Franco. Un mois plus tard, celui-ci proclame la fin de la guerre civile. Les plaies laissées par la guerre civile espagnole mettront longtemps à guérir. Dans l'immédiat, l'incapacité des Français et des Britanniques à agir de façon plus positive pour empêcher toute intervention extérieure ne fait que rendre Hitler et Mussolini plus sûrs d'eux-mêmes et Staline plus méfiant quant à la volonté des démocraties occidentales de combattre le fascisme et le nazisme. La contribution de la Société des Nations pour mettre un terme à la guerre civile espagnole a été minime, car elle est plus préoccupée par une autre crise en Extrême-Orient. Le Japon n'a pas d'ambition territoriale concernant la Mandchourie, ni l'intention d'entrer en guerre contre la Chine. Malgré cette assurance, les Japonais s'emparent de la Mandchourie et ont des visées sur la Chine. Au milieu des années 1930, la Chine est en proie à une guerre civile dont l'origine remonte aux années 1920. À l'époque, un officier, Chiang Kai-shek, entreprend de réprimer l'anarchie militaire qui s'est intensifiée depuis que la Chine est devenue une république en 1911 sous Sun Yat-sen, qu'on voit ici. Celui-ci meurt en 1925. Chiang Kai-shek s'allie au Parti communiste chinois soutenu par les Russes. En 1926, il marche sur Shanghai, le principal port abritant les concessions internationales dont il veut expulser les communautés occidentales. L'Occident s'empresse d'envoyer des renforts à ses garnisons de Shanghai.
Des tensions se font jour au sein du Kuomintang conduit par Chiang, qui s'en prend aux communistes, aggravant encore les conflits à l'intérieur de la Chine. Considérant Chiang comme un obstacle à leurs ambitions, les Japonais envahissent la Mandchourie, la colonisent sous le nom de Manchukuo et installent à sa tête Puyi, le dernier empereur de Chine. Entre-temps, Chiang Kai-shek, soutenu par l'Occident qui a des intérêts commerciaux en Chine, poursuit son objectif, anéantir les communistes. Ces derniers sont maintenant conduits par Mao Tse-tung. Mais en octobre 1934, Chiang impose à leur armée considérablement réduite une retraite épique à travers tout le pays, la Longue Marche. Cette odyssée de 10 000 km les emmènera à l'ouest, puis au nord jusqu'à la province de Shenxi. Ils trouvent refuge sur les hauts plateaux, mais sont toujours déterminés à poursuivre la lutte. Les gouvernements japonais, sous l'influence d'officiers nationalistes, mènent une politique encore plus énergique à l'égard de la Chine. Le communisme, tant russe que chinois, détermine le Japon à signer le pacte anti-Comintern avec l'Allemagne hitlérienne en novembre 1936, puis avec l'Italie un an plus tard. Les tensions montent en Chine et en juillet 1937, les troupes japonaises affrontent les armées chinoises à Pékin. Des éléments de l'armée japonaise de Kwantung, venus de Manchukuo, pénètrent dans le nord de la Chine. Une guerre totale éclate. Les Chinois, remis de leur surprise, résistent avec acharnement. D'autres troupes japonaises débarquent dans les ports chinois et à la fin de l'année, les Japonais contrôlent une grande partie du nord de la Chine et la région côtière. Le monde est choqué de la cruauté dont les Japonais font preuve à Shanghai et surtout à Nankin, dont les habitants sont victimes d'atrocités indescriptibles, 6 semaines après la chute de la ville. Comme en Espagne, ce sont les bombardements de ces villes par les Japonais qui impressionnent le plus le monde extérieur. Nankin, siège du gouvernement de Chiang et surtout Shanghai, enregistre de lourds dégâts et de nombreux tués parmi les civils. La bataille de Shanghai est particulièrement sanglante. Chiang ne réagit pas et compte sur l'aide des démocraties occidentales. Mais même si les scènes de carnage émeuvent, l'Occident, Chiang n'obtient rien et Shanghai finit par tomber en novembre 1937. Nul ne sait combien de Chinois sont morts pendant ces 3 mois de siège. L'Occident ne bouge pas plus devant les attaques par les Japonais de navires de guerre britanniques et américains, dont la plus notoire provoque le naufrage d'une canonnière américaine le 12 décembre 1937. Le président Roosevelt, furieux des pertes infligées, propose un blocus maritime du Japon, mais les Anglais craignent que cela ne débouche sur la guerre. Les Japonais, toutefois, présentent des excuses. Chiang Kai-shek doit donc se battre seul, malgré le pacte de non-agression signé avec la Russie qui a fait passer les communistes de Mao Tse-tung dans son camp. La poussée japonaise continue implacablement. En automne 1938, ils envahissent Canton et repoussent les Chinois encore plus loin vers l'ouest.
Chiang Kai-shek lui-même est contraint de replier son gouvernement à Chongqing, à l'intérieur du territoire chinois. La Grande-Bretagne et la France se contentent d'envoyer des notes de protestation à Tokyo qui les ignorent. La résistance de Chiang Kai-shek à l'agression force l'admiration du peuple américain. Fin 1938, Roosevelt accorde à la Chine un emprunt de 25 millions de dollars pour l'encourager à poursuivre la lutte. Les Russes accordent à Chiang Kai-shek un soutien plutôt passif. Mais de nombreux affrontements ont lieu avec les Japonais sur la frontière nord de la Mandchourie. Une grande bataille s'y déroule en août 1939. Sous la conduite de Yukov, qui deviendra célèbre quelques années plus tard, les Russes remportent une victoire décisive. La Chine continue à se battre contre l'agression japonaise et la destruction de ses villes. Mais en dehors des fonds américains, sa situation critique ne lui vaut que des paroles de sympathie de la part de l'Occident. La vérité, c'est que des problèmes plus immédiats prennent le pas sur les souffrances du peuple chinois. Lorsqu'Hitler arrive au pouvoir en janvier 1933 et commence à placer le pays dans un étau, l'opinion internationale considère que l'Allemagne a été assez punie. Ignorant la violence avec laquelle Hitler réprime les opposants au régime, des observateurs extérieurs sont particulièrement impressionnés par la façon dont il remet le peuple allemand au travail et transforme l'économie. La construction d'un réseau d'autoroutes compte au nombre de ces projets grandioses. Aus ihrer Kenntnis heraus sich die Voraussetzungen zu schaffen für die Überwindung des Folgezustandes. Hitler se consacre non seulement à réparer ce qu'il considère comme des injustices infligées à l'Allemagne par le traité de Versailles, mais aussi à fournir au peuple allemand un espace vital qui se traduit par un élargissement des frontières allemandes de 1919. La première étape est le retrait de l'Allemagne de la Société des Nations en octobre 1933. Hitler entend ainsi protester contre l'interdiction faite à son pays de posséder des forces armées analogues en personnel et en matériel à celles de ses voisins, notamment la France. Hitler commence à renforcer clandestinement les forces et crée une armée de l'air, la Luftwaffe. Le monde entier l'apprendra bientôt. Pour Hitler, il est impératif de développer des armements suffisants pour attaquer la Pologne. Entre-temps, il ne perd pas de vue son Autriche natale, dont la population parle aussi l'allemand. Le chancelier Dollfuss gouverne le pays sans parlement depuis 1932, en raison des menaces constantes de la gauche et de la droite. Au début de 1934, un soulèvement ouvrier a lieu à Vienne. Dollfuss l'écrase brutalement par une intervention armée. Il devient encore plus impopulaire et Hitler essaie d'organiser un coup d'État. Malgré l'assassinat de Dollfuss par les nazis autrichiens, ceux-ci échouent et l'armée autrichienne reprend une fois de plus le contrôle du pays.
Pour montrer son opposition au coup d'État, Mussolini déploie des troupes au col du Brenner, sur la frontière austro-italienne. Hitler est contraint de se replier. Mais il est encouragé par les résultats d'un plébiscite organisé sous les auspices de la Société des Nations en Sarre en janvier 1935. Cette région frontalière, convoitée par la France, est sous le contrôle de la SDN depuis 1919. La population se prononce en masse pour le rattachement à l'Allemagne, et Hitler envoie ses armées pour saluer le retour de la Sarre dans le giron allemand. Elle sera la première d'une série d'acquisitions territoriales par Hitler dans les années à venir. Simultanément, Hitler procède au réarmement officiel de l'Allemagne. L'armée est doublée et la conscription remise en vigueur. On assiste à la création de 3 divisions blindées, fruit de nombreuses réflexions, études et expériences. La révélation de la Luftwaffe est plus spectaculaire, bien qu'on en ait soupçonné l'existence depuis quelques mois. Elle semble rivaliser, quantitativement du moins, avec les armées de l'air britanniques et françaises, même si Hitler essaie d'abord de la faire paraître pour plus importante qu'elle ne l'est en réalité. La Grande-Bretagne ne s'inquiète pas outre mesure du renforcement de l'armée de terre allemande, elle se préoccupe plutôt de la Luftwaffe, qui pourrait la menacer directement. Ce n'est pas le cas de la France, dont la ligne Maginot est toujours en construction. Au terme de l'accord naval anglo-allemand de juin 1935, qui irrite la France, l'Allemagne obtient de pouvoir posséder une marine de guerre égale au tiers de celle de la Grande-Bretagne et autant de sous-marins que celle-ci. Cet accord, qui signe l'arrêt de mort du traité de Versailles, convient au gouvernement britannique qui craint une nouvelle course aux armements analogue à celle ayant précédé le premier conflit mondial. Pour la Royal Navy, qui affiche une certaine insouciance, le développement du sonar et de la grenade sous-marine ne représente plus la même menace qu'en 1914-18. Elle sera amenée à regretter ce point de vue quelques années plus tard. Le réarmement allemand incite cependant la Grande-Bretagne et la France à en faire autant, marquant ainsi la fin des tentatives mondiales de garantir la paix par le désarmement. La Grande-Bretagne s'emploie à accroître l'importance de l'armée de l'air en la dotant en particulier de bombardiers, avec la certitude qu'ils seront décisifs dans la future guerre. La Russie n'a pas non plus cessé de s'armer. Staline met en effet tout en œuvre pour protéger l'État communiste d'une menace extérieure. En 1935, elle possède des forces blindées impressionnantes et une importante armée de l'air. Mais Staline s'imagine que sa position personnelle est menacée. Il se met donc à éliminer ceux qu'il juge les plus susceptibles de le renverser. Des hommes comme Zinoviev et Kamenev, proches de Staline depuis longtemps, sont accusés d'appartenir à une conspiration internationale menée par Trotsky en exil et condamnés à mort. Beaucoup de chefs militaires, comme le maréchal Toukhatchevski, sont aussi éliminés. Bientôt les purges touchent toute la société russe. La peur conduit le peuple à vénérer Staline presque comme un dieu, ce qu'on appellera le culte de la personnalité.
En Europe occidentale, Hitler frappe de nouveau en mars 1936. Profitant de ce que les Britanniques et les Français sont préoccupés par l'Abyssinie, il mobilise certaines de ses troupes et réoccupe la Rhénanie démilitarisée en 1919. Le traité de Versailles est une nouvelle fois violé. Les armées allemandes sont en plein bouleversement et ne sont absolument pas prêtes pour la guerre. Si les Britanniques et les Français avaient choisi de s'opposer à Hitler, il est vraisemblable qu'il aurait reculé. Mais la Grande-Bretagne ne bouge pas et la France déploie simplement quelques troupes sur la frontière allemande, puis les retire, plutôt que de risquer une guerre. Sans perdre de temps, Hitler ordonne la construction de défenses similaires à celles de la ligne Maginot sur la frontière française. Elles porteront le nom de ligne Siegfried. Il consolide en outre sa position en signant un pacte, l'axe Berlin-Rome, avec Mussolini le 1er novembre 1936. Hitler continue à vouloir éblouir le monde. En 1936, Berlin accueille les Jeux Olympiques. Et il saisit cette occasion pour faire une démonstration de propagande qui fait l'apologie du national-socialisme et de l'idéal arien. Des rassemblements du parti ont lieu tous les ans en septembre à Nuremberg. Des défilés de milliers de personnes veulent donner la preuve de la puissance de la discipline nazie. Derrière tout cet éclat, le pays amorce un autre tournant funeste. Hitler n'a jamais abandonné sa haine des Juifs et sa conviction qu'ils étaient en grande partie les instigateurs du coup de poignard dans le dos en 1918. Dès avril 1933, il lance une campagne de boycott des magasins juifs, assortie d'une épuration de la fonction publique. 2 ans plus tard, les lois raciales de Nuremberg ôtent aux Juifs leur citoyenneté et leur interdisent d'épouser des Ariens. La propagande s'intensifie et les Juifs n'ont plus le droit d'exercer des professions médicales ou juridiques. Des Juifs, toujours plus nombreux, sont internés dans des camps de concentration et condamnés aux travaux forcés. Beaucoup fuient l'Allemagne, parmi eux Einstein, le grand mathématicien et physicien qui s'installe en Amérique. Le pogrom de la nuit de cristal en novembre 1938 à la suite de l'assassinat d'un diplomate allemand par un juif polonais à Paris est marqué par la destruction de magasins juifs, l'incendie de synagogues et l'exécution de nombreuses personnes. Par la suite, les Juifs sont contraints de porter une étoile jaune et voient leurs biens saisis par la force. Les protestations d'autres pays sont étouffées, en grande partie en raison de la méfiance traditionnelle à l'égard des Juifs dont chaque pays européen s'est rendu coupable, mais aussi parce que les démocraties occidentales ont peur de pousser Hitler à la guerre. Hitler marque aussi la culture de son empreinte. Des autodafés de livres qui déplaisent au régime national-socialiste sont organisés. En dehors de son soutien actif à Franco pendant la guerre d'Espagne, Hitler n'engage aucune autre action extérieure dans les 2 années qui suivent son entrée en Rhénanie. Il veut continuer à renforcer ses forces armées avant de se lancer dans de nouvelles aventures.
En 1938, il les considère assez fortes pour s'attaquer de nouveau à l'Autriche. Schuschnigg gouverne l'Autriche depuis le coup d'État manqué des nazis en 1934. Comme Dollfuss, il est décidé à ne pas laisser tomber son pays entre les griffes d'Hitler. En février 1938, Schuschnigg découvre un autre complot fomenté par les nazis et proteste auprès d'Hitler. En retour, celui-ci l'accuse de maltraiter les nazis autrichiens. La tension monte. Pour calmer les esprits, Schuschnigg annonce un plébiscite qui déterminera si le peuple autrichien souhaite rester indépendant de l'Allemagne. Le 12 mars, à la veille du vote, Hitler, craignant un mauvais résultat, passe à l'action. Ses troupes franchissent la frontière. Elles marchent sur Vienne. La surprise est totale. Mais l'accueil réservé par les sympathisants nazis permet une invasion pacifique. Le jour même, Hitler est en mesure d'annoncer l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Encore une fois, les démocraties occidentales gardent le silence prétextant qu'une telle union entre États voisins parlant la même langue est naturelle. Une fois de plus, Hitler s'en tire à bon compte. Il agit rapidement pour s'emparer de sa prochaine proie, les Sudètes, province la plus occidentale de la Tchécoslovaquie, qui compte une importante minorité allemande. Hitler encourage les nazis autochtones à exiger l'autonomie, puis menace le gouvernement tchèque d'intervenir par la force s'il refuse de se soumettre. Les Tchèques ne se laissent pas intimider et sont décidés à ne pas plier devant les exigences d'Hitler. Les forces armées tchèques sont nombreuses. Une mobilisation générale est ordonnée et des troupes sont déployées sur la frontière avec l'Allemagne. Impressionné, Hitler suspend toute action, mais la tension demeure forte pendant tout l'été de 1938. Début septembre, craignant l'imminence de la guerre, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain rend visite à Hitler en Allemagne. Il rencontre le dirigeant allemand à Bad Godesberg sur le Rhin. Hitler lui assure que s'il pouvait annexer les Sudètes, il n'aurait pas d'autres exigences territoriales en Europe. Chamberlain rapporte ses propos au gouvernement français et le persuade d'accepter la promesse d'Hitler. Toutefois, les deux pays prennent des mesures de précaution, comme la construction d'abris anti-aériens et de DCA à Londres et à Paris. Chamberlain retourne alors en Allemagne. Le 29 septembre à Munich, Mussolini, servant de médiateur, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Italie signent un accord qui donne les Sudètes à Hitler en échange de son renoncement officiel à toute autre ambition territoriale. Les Tchèques ne sont pas consultés. Le 1er octobre, les troupes allemandes entrent victorieuses dans les Sudètes sans qu'une goutte de sang ne soit versée. Chamberlain, pour sa part, rentre à Londres et déclare « Nous considérons l'accord signé la nuit dernière et l'accord naval anglo-allemand comme l'expression de la volonté de nos deux peuples de ne jamais entrer en guerre l'un contre l'autre. » Sous les acclamations de la foule, il brandit triomphalement le document
avec son nom dessus et le mien. Dans l'ivresse du succès, Hitler se tourne immédiatement vers sa bête noire, la Pologne. Il exige le port de Danzig et l'établissement de relations entre la Prusse orientale et le territoire du Reich par des voies ferrées et des routes traversant le corridor. Les Polonais refusent de coopérer. Hitler cherche alors à gagner du temps. Il se tourne donc du côté de la Tchécoslovaquie, déséquilibrée depuis la perte des Sudètes, et s'emploie à travailler à la désintégration interne du pays. La mobilisation tchèque de mai 1938 ne réussit pas à l'empêcher d'atteindre son but. Le 15 mars 1939, après avoir menacé le président Hácha de bombarder Prague, il obtient de lui l'appel aux troupes allemandes. Pour la première fois, Hitler décide de s'emparer d'un territoire où l'on parle une langue slave. Il passe de la phase espace allemand à la phase espace vital. Il lui est maintenant facile de démanteler la Tchécoslovaquie. Le 15 mars 1939, il annexe officiellement la Bohême et la Moravie. Puis, il déclare la Slovaquie protectorat allemand et cède la Ruthénie à la Hongrie. Les troupes du dictateur hongrois Horthy occupent immédiatement la Ruthénie et les Allemands envahissent le reste de la Tchécoslovaquie sous les faibles protestations de la Grande-Bretagne et de la France. Memel, actuellement Klaipėda, au nord de la frontière prusso-lituanienne orientale, est l'annexion suivante d'Hitler. Elle est réalisée en mars 1939 sous le prétexte de protéger une minorité allemande. La Grande-Bretagne et la France, réalisant enfin que la politique d'apaisement a échoué, l'avertissent qu'elles soutiendront la Pologne si cette dernière devait être attaquée. Mussolini envie de plus en plus les succès de son allié et en avril 1939, il envahit l'Albanie qui se trouve sous l'influence italienne depuis le milieu des années 1920. La réaction du président Roosevelt ne se fait pas attendre. Il demande à Berlin et à Rome de garantir que leurs armées ne vont pas attaquer d'autres pays européens. Hitler et Mussolini savent toutefois que l'Amérique est liée par les traités de neutralité passés au milieu des années 1930 qui lui interdisent d'accorder son aide à l'un ou l'autre camp. Ils ignorent donc l'appel de Roosevelt et cimentent leur alliance en mai 1939 en signant le pacte d'acier qui garantit un soutien réciproque en temps de guerre. De toute évidence, Mussolini ne réalise pas qu'Hitler a l'intention de recourir à la guerre à brève échéance. Pendant l'été 1939, les Britanniques et les Français, désespérés, demandent à la Russie de les aider à faire face à Hitler. Le refus de la Pologne de laisser les troupes russes pénétrer sur son territoire fait échouer les projets d'alliance. Soudain, en août 1939, et à la surprise générale, le ministre allemand des Affaires étrangères, Ribbentrop, se rend à Moscou pour signer un pacte de non-agression avec son homologue Molotov. Des clauses secrètes précisent le partage de la Pologne entre les deux pays. Ce pacte efface la crainte des Allemands d'une guerre sur deux fronts et Hitler peut désormais mobiliser ses forces. Les Polonais commencent aussi à se préparer à la guerre. Les armées allemandes s'approchent de la frontière polonaise selon un plan élaboré au début de l'été.
La Luftwaffe se déploie aussi sur des positions avancées. Des ordres de mission sont donnés concernant les premières cibles en Pologne. Mais dans la soirée du 25 août, alors que les armées allemandes se déploient sur leur position d'attaque, Mussolini déclare qu'il n'est pas encore prêt pour la guerre. Hitler envoie un ordre d'ajournement qui parvient aux unités les plus avancées au moment où elles vont franchir la frontière. Les alliés occidentaux ont une lueur d'espoir de pouvoir éviter la guerre. Ils se tournent vers les Italiens qui veulent gagner du temps pour négocier un traité de paix. Mais tous leurs efforts sont vains. La décision d'Hitler est prise. Le soir du 31 août, il convoque l'ambassadeur polonais à une brève audience. Le lendemain, à l'aube, l'armée allemande franchit la frontière polonaise. Pour la seconde fois en 35 ans, l'Europe sombre dans la guerre. L'ampleur de ce conflit sera beaucoup plus grande que celui de la Grande Guerre.